Tous les pays qui n'ont plus de légende seront condamnés à mourir de froid. La matinée des autres. On se reconnaît, il y a une fraternité secrète de ceux qui aiment Brocéliande, de ceux qui sont attachés à ça. Alors c'est vrai qu'ils peuvent être de toute nature, mais on a nos mots de passe, on a nos moments clés, on a nos endroits clés. Brocéliande, les légendes vont bruissant. On n'est rien, mais rien par rapport à cet arbre, par rapport à ce roc, par rapport à cette ambiance. On est une cellule de cet élément-là. On est dans l'arbre, on est dans l'oiseau qui passe, qui niche là-dedans, dans les petits mustélidés, dans les petits animaux, dans le monde de l'esprit, dans le monde des elfes. Par Jacqueline Kellen, avec Jean Marcal, Claudine Glos, Philippe Le Guillou, Pierre Dubois, Jean Thos. Où est la réalité? Est-elle sous les eaux ou est-elle au-dessus? Pays magique, peut-être, mais la magie n'est-elle pas la vie de tous les jours? On ne peut jamais, je crois, souhaiter à personne que de suivre son propre chemin, et par l'écriture, par la rêverie, par le désir. Mais ici, il y a un certain nombre de jalons et un certain nombre de lieux qui permettent justement l'invention de ce chemin intérieur. Tous les pays qui n'ont plus de légende seront condamnés à mourir de froid. Mais à vrai dire, les formes médiévales du nom sont brécilien ou bréchélien. Jean Marcal. Bréchélien, dans les poèmes de Robert Orvasse, c'est-à-dire au XIIe siècle, milieu du XIIe siècle, Bréchélien, où vont souvent Bretons fablants, dit-il, lorsqu'il est venu sur place pour vérifier l'authenticité de tout ce que l'on racontait au sujet des fontaines merveilleuses et des apparitions. Or, comme Robert Vasse était un esprit rationnel et de surcroît normand, il ne vit rien, folle y allait, dit-il, et folle en revint. C'est-à-dire qu'il s'est contenté de relater ce qu'on lui racontait, mais il n'ajoutait pas un seul mot de croyance à ces légendes qui remontaient au fond des temps, car déjà à l'époque, on commençait à localiser les exploits des chevaliers de la Table Ronde dans cette forêt mythique du centre de la péninsule bretonne. C'est en effet depuis le XIe siècle que les légendes arthuriennes du Graal, de la Table Ronde, ont été localisées dans cette forêt du centre de la Bretagne qui avait pour propriétaire un certain Raoul II de Gaël, qui a été l'un des compagnons de Guillaume le Conquérant à la bataille de Hastings et qui ensuite était revenu s'installer dans ses domaines d'origine, emportant avec lui une série de conteurs, de bardes, comme on disait, c'est-à-dire de poètes. Et pour mettre en valeur ces territoires, il a cru intéressant, mais ça toutes les familles de l'époque faisaient de même, de localiser les exploits féeriques dans cette forêt qui n'était pas encore brocéliande, mais qui était une forêt druidique, parce que c'était à l'écart un peu de tout le circuit habituel dans la péninsule bretonne. C'était un endroit encore très isolé, où il y avait encore des traces de druidisme probablement, où il y avait encore des ermitages, où des moines un petit peu bizarres à la mode celtique continuaient de prêcher une religion qui était presque intermédiaire entre l'ancien druidisme et un christianisme revu et corrigé par l'esprit celtique. Et c'est à partir de là que les auteurs du XIIe et du XIIIe siècle, qui agissaient d'ailleurs sur ordre des Plantagenets qui voulaient absolument asseoir leur autorité sur l'héritage d'un fabuleux roi Arthur. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à raconter tant de merveilles sur la fontaine de Barenton, la fontaine qui fait pleuvoir, sur le Val-Sortour où Morgane enfermait les amants infidèles, sur le château du Graal qui se trouvait quelque part sur une lande par là. Ainsi de suite, on en est venu à partir du XIIIe, XIVe siècle, à considérer cette forêt de Pimpon, brocéliande, comme étant le centre même de toutes ces aventures héroïques, merveilleuses et fantastiques qui sont groupées autour du personnage central du roi Arthur.
Philippe Le Guillou. J'ai toujours vécu dans le contact avec la légende, avec les éléments, la fascination de la mer, un certain sens cosmique. Et je crois que déjà les récits que mes grands-pères, par exemple, j'avais une fascination enfant pour la légende de la ville d'Is. Et j'allais dans une forêt juste à côté du village natal de mes grands-parents, mais je ne connaissais pas encore Brocéliande. J'ai connu Brocéliande par les textes. Je suis venu ici un jour très, très pluvieux, très gris. Il y avait avec nous un homme qui a une connaissance très intime de Brocéliande. Il m'a montré l'abbaye de Paimpont, j'ai vu le trésor avec ce superbe bras reliquaire de Saint-Judicaël. J'ai vu des arbres tabernaculaires dans lesquels on entrait, on s'est promené par des chemins d'eau, j'ai vu les Landes, je suis allé à la chapelle Saint-Jean, je suis allé au château de Précesson, mais je ne sais pas si c'était un mystère, une volonté de différer l'initiation. Je n'ai pas vu la fontaine de Barenton et je n'ai découvert que bien plus tard. Et je suis venu effectivement au château de Compère et à ce moment-là on avait déjà ces projets d'ouverture d'un centre de l'imaginaire arthurien et on s'est pris à rêver un matin en se disant ce serait vraiment bien que l'on puisse un jour installer à Compère le centre arthurien. Dans la légende arthurienne, quelles sont les figures qui vous parlent le plus ou qui vous enthousiasment le plus? Merlin, je pense, ne faisant qu'un avec le monde, lié aux éléments et immortel parce que porteur de l'âme du monde, tissu aux choses, se liant aux éléments, étant dans cet état de symbiose permanente. Et ce Merlin, à la fois jeune et vieux, bifide, double ici et ailleurs, à l'intérieur de nous-mêmes et à l'extérieur, passeur, et en même temps toujours avec cette chose qui me fascine aussi parce que c'est un petit peu le propre, je crois, de l'initiateur, donnant un savoir posséder et se dépossédant sans cesse. Et comme on le voit dans l'épisode de la table ronde, instaurant cet ordre merveilleux et assistant d'une certaine manière impuissant à la déroute. Claudine Glo. À Brocéliande, c'est vrai qu'il y a 3 forêts. Il y a le lieu, l'écosystème, le mot poétique, l'écosystème. Mais il faut aussi que la réalité porte le rêve, il faut que ça s'ancre sur quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a cette forêt triple avec son massif naturel, avec ses landes et avec ses étangs qui sont nombreux et qui sont importants. L'eau. Même si on rejoint le thème légendaire, l'eau est présente, est omniprésente dans la légende, comme elle est omniprésente dans la forêt. Et puis il y a une forêt historique, même préhistorique, avec elle aussi la surcharge légendaire qui est venue là, le mystère des origines, la phase préhistorique, et à nouveau le mystère surajouté de la légende. Et puis il y a cette forêt dite industrielle. En plus, la géographie sépare la forêt légendaire, improductive ou presque, qui est à l'ouest de Brocéliande, et la forêt dite basse forêt, question d'altitude simplement, ou forêt industrielle qui est à l'est de Brocéliande. Cette forêt, alors là aussi c'est assez extraordinaire parce que pendant des années et des années on a cru que les forges à Brocéliande c'était une affaire du XVIe au XVIIIe, XIXe siècle. L'industrie minière s'étant arrêtée quand l'industrie lorraine a pris le pas sur les forges de Bretagne. Bon, les premières recherches ont aussi prouvé que en fait, ça remontait au XIIe, XIIIe siècle, qu'il y avait à Plélan le Grand, des fabriques, une pré-industrie, entre autres d'armes d'as, toutes les armes de charge, les hallebardes, les piques, toutes ces armes-là. Donc déjà, un premier lien avec l'imagerie médiévale. Et puis récemment, ça date de 3-4 ans à peu près, les fouilles archéologiques ont renvoyé les forges de Paimpont, les forges de Brocéliande, à 1000 ans en arrière. C'est-à-dire qu'il y a eu des fouilles dans les étangs, notamment dans les étangs asséchés par les étés quand ils étaient encore chauds. Et on a retrouvé ce qu'on appelle des bas-fourneaux, donc des fourneaux à coulée unique, des bas-fourneaux qui datent à peu près de l'époque gauloise, donc 100 ou 200 ans avant Jésus-Christ. Et là, on rejoint d'abord la période celtique, puisque les Celtes avaient cette réputation d'être les grands métallurgistes de l'Antiquité, que dans la mythologie celtique, c'est vrai que celui qui sait travailler le fer est honoré à l'égal du premier de la société, qu'un bon forgeron traite d'égal à égal avec le roi. Et donc,
à nouveau un clin d'œil de la mythologie. Et c'est vrai qu'on retrouve aussi, encore au-delà de ça, eh bien, toute la thématique des forgerons alchimistes, mon cher à Eliade. C'est qu'on peut aussi rêver à la forge d'Excalibur, on peut aussi rêver à tout ce petit peuple aussi des forêts qui, sous terre, manipule le métal, rend vie au métal, ou conserve le métal, au contraire, quand il n'est pas décidé à le donner à l'homme. Et ça, c'est aussi Brocéliande. L'église de Tréorenteuc. Cette église de Tréorenteuc occupe un site privilégié. C'est une fondation de l'ancienne abbaye de Paimpont, desservie donc par des moines de Paimpont à l'origine, devenue paroisse du diocèse de Vannes. Petit édifice qui a été restauré plusieurs fois, et en particulier à partir de 1941 par son recteur titulaire, l'abbé Henri Gillard, qui a consacré toute sa vie et toute son énergie à faire de cette église une sorte de musée, je dis bien chrétien, du Graal et de la table ronde. Et c'est pour ça qu'il a fait inscrire à la porte d'entrée cette inscription qui laisse pas mal rêveur les gens qui viennent, la porte étant dedans. Et la porte qui est en dedans, c'est le troisième œil, c'est la porte de l'intelligence intérieure, c'est la vision profonde, celle qu'on représente souvent sur l'iconographie bretonne par saint Hervé, le barde aveugle qui porte un beau livre sous son bras et qui est capable de lire ailleurs que dans le monde visible. C'est ainsi qu'à Tréorenteuc, dont le nom signifie pays aimable ou pays de l'amour, se sont localisées les légendes de Morgane, de Viviane, de Merlin, de Lancelot du Lac. Et il y a sur le chemin de croix de cette église un tableau qui est quand même assez extraordinaire et qui à l'époque avait fait scandale, c'est-à-dire la présence d'une fée Morgane assez plantureuse, disons, et assez déshabillée, et qui est triomphante devant le Christ tombé sous sa croix. Et l'interprétation de l'abbé Gillard était la suivante. Morgane représentait la luxure, et Jésus tombe pour la troisième fois devant l'un des trois principaux péchés capitaux, c'est-à-dire devant la beauté féminine. Bon, il interprétait ça à la manière chrétienne. Il est évident que Morgane recouvre une autre divinité qui est la fameuse déesse mère de l'ancien temps, qui a été édulcorée sous forme de la Vierge Marie, dédoublée en quelque sorte, Morgane se présentant en quelque sorte ici comme étant l'antithèse de la Vierge Marie, celle qui est érotique, celle qui distribue tous les fantasmes possibles aux chevaliers qui vont se perdre dans les dédales du Val-Sortour. Et c'est pour ça que cette église est importante, dans la mesure où elle permet de trouver la clé d'interprétation des méandres de cette forêt, qui par elle-même est comme les autres forêts, mais qui recèle bien des sentiers qui ne mènent jamais nulle part. Et c'est ça qui est passionnant dans cette forêt, parce qu'il n'y a pas de beaux monuments. Il y a simplement l'atmosphère que chacun apporte avec soi pour rechercher son Graal. Là, j'allais chercher des merveilles, merveilles que je ne vis point. Folle m'en revint, folle y aller, folle en revint, folie qui me tient comme folle. Robert Vasse.
château et l'étang de Compère. Pierre Dubois. En Brocéliande, tout devient magique dès qu'on regarde aussi avec le regard intérieur, tout devient illusion. Mais alors qu'est-ce qui est illusion? Est-ce que c'est notre vie qui est illusion et que le monde réel serait celui de l'autre côté de ce lac qui est derrière nous et où il se passe la vraie, disons, le monde réel peut-être qui nous attend de l'autre côté et qui serait bon de temps en temps d'aller visiter. Il est impossible de parler de Brocéliande, de cet imaginaire de la forêt, sans évoquer aussi les eaux, les étangs, les miroirs des fées. Donc là, vous avez souvent flâné le long de cet étang de Viviane. Vous avez vu le château? Oui, et ça c'est étonnant parce que nous-mêmes, quelquefois, on est sceptiques. Et c'est ce qui donne justement de la réalité. Parce que c'est facile de dire je vois des lutins, je vois ceci, je vois cela. Ça fait un peu, disons, la foire à neuneux. On a l'impression qu'on va venir ici, il suffit de venir. Et puis on va voir des dames blanches. Ça, c'est du gadget. Là, c'est vraiment terrible. Non, il faut les mériter, ces choses. Et je trouve que ce qu'il y a de bien, bon, par exemple chez Jung ou Bachelard, c'est que c'était des savants. Ils étaient très prudents dans ce qu'ils avançaient. On le mérite, c'est un chemin qui est difficile. Et même lorsqu'on a l'habitude de ce chemin, rien n'est jamais acquis. Ils le disent, les nains, les farfadets, et tous disent attention, je t'ai enrichi, épi par épi, gerbe par gerbe, je te ruinerai si tu me trahis. Mais oui, on le voit en fait, ce château que Merlin a construit en une nuit derrière le château. Et il faut le regarder peut-être à l'aube ou au crépuscule, à des moments bien privilégiés, miraculeux de la journée, et regarder longtemps, longtemps, intensément. Et lorsque le regard se trouble, lorsque les larmes d'émotion montent aux prunelles, à ce moment-là, on peut l'entreapercevoir. Donc je me suis mis là, ici, où on est en ce moment, et c'était le soleil couchant, c'était un soleil du printemps, et un soleil de renouveau, de renaissance, et il y avait beaucoup moins de feuillage qu'aujourd'hui. Donc ce soleil couchant passait à travers les troncs, hein, les grandes futaies comme ça, et je regardais, moi, l'intérieur de l'étang, et j'ai vu brusquement s'élever des tours. Alors, peut-être, bien sûr, que c'était un effet d'optique, c'était le soleil qui passait à travers les troncs et qui formait de grandes colonnes, des grandes tourelles lumineuses. Et à force d'avoir fixé aussi cet étang où il y a quand même un petit passage, il y a de l'eau qui passe, hein, ce n'est pas une eau dormante, elle est vive, elle bouge, donc il y a un courant. Lorsque j'ai regardé autour de moi l'herbe ondoyait et tout bougeait autour de moi. Moi qui ne suis pas une diablesse, qui ne suis pas même une enchanteresse, mais une incantation, j'ai repoussé tout amour d'homme, moi aussi, et j'ai trompé l'amour de l'enchanteur. Je trouve que le diable, l'enchanteur et tous les hommes sont trop vieux. Aucun homme ne peut nous aimer, parce que toutes, nous sommes d'un autre âge, trop anciens ou même à venir. Les hommes nous prennent toutes pour des fantômes. Que fait-on avec les fantômes? On leur demande des prédictions, on en a peur, puis après quelque temps, on essaie de les saisir. Hélas, comment saisir le fantôme? Serait-il 6 hommes, ils ne saisiraient pas le fantôme. C'est pour cela, pour ce manque de tact, que nous sommes sans amour, sans amitié. Ce qui nous lasse, c'est d'être regardés comme des fantômes, bons tout au plus à prédire. L'accouchement, c'est notre meilleure prédiction, la plus exacte et la plus nôtre. Les hommes le savent. Le véritable tort du diable, de l'enchanteur et de tous les hommes,
c'est de nous croire des fantômes, c'est de nous traiter en fantômes, nous qui ne sommes qu'éloignés, mais éloignés en avant et en arrière, si bien que l'homme est au centre de notre éloignement. Nous l'entourons comme un cercle. On ne saisit pas le printemps. On vit en lui, au centre de son éloignement, et l'on n'appelle pas le bon printemps fleuri un fantôme. L'homme devrait vivre en nous comme dans le printemps. Il n'a pas toujours le printemps, mais il nous a toujours une incantation, la diablesse ou la libellule. Au lieu de cette bonne vie au centre de notre éloignement, il préfère chercher à nous saisir afin que l'on s'entraîne. L'enchanteur pourrissant, Apollinaire. C'est vrai que le monde arthurien, ça peut être ce monde du chaos, ça peut être ce monde du vacarme, du cliquetis des armes et des éperons, et ce monde des combats. Mais c'est aussi le monde de la femme, c'est le monde de la fée, c'est le monde des eaux, c'est le monde de la porosité du songe. Le monde arthurien offre une très belle synthèse d'un cheminement qui pourrait être une sorte de récapitulation de pas mal de postures que l'on peut avoir face au monde et face aux choses. Le Val sans retour. Nous sommes près d'un ruisseau qu'on appelle le Rocco, mais qui est surtout connu comme le ruisseau du Val sans retour, qui vient de ce val un petit peu ténébreux et un peu tortueux, que l'on dit être celui où la fée Morgane enfermait tous les amants infidèles. Il y a plusieurs étangs qui se déversent et qui donnent une atmosphère très romantique à cette partie de la forêt qui est une partie pleine de landes, de résineux et de buissons, d'épines, qui a un aspect curieux parce qu'il y a des rochers rouges, violets, qui se présentent comme des créneaux d'un château fort. D'où cette légende selon laquelle les chevaliers qui étaient prisonniers dans le Val ne pouvaient s'échapper parce qu'ils voyaient des murailles qui les empêchaient de sortir. Et comme il y a souvent de la brume, ils voyaient aussi des apparitions fantastiques. Le soleil couchant, par derrière la brume, faisait apparaître des flammes, soit des géants monstrueux qui dressaient d'horribles massues. En fait, tout cela n'était qu'une histoire de fantasme. Mais le fantasme, c'est le domaine de Morgane, l'illusionniste, l'élève de Merlin, puisque Merlin, l'enchanteur, le prophète, le devin, Merlin n'a eu que 2 élèves, et comme par hasard, c'était 2 femmes, à qui il a appris les rudiments de la magie et aussi les moyens, malheureusement pour lui, le moyen de retenir un homme pendant toute l'éternité dans une tour d'air invisible. Ce qui est arrivé à Merlin, qu'il l'avait d'ailleurs bien accepté. Il faut bien reconnaître que Merlin a accepté son sort. C'était le vieil enchanteur fatigué, l'enchanteur pourrissant dont parle Apollinaire, qui en avait assez de servir le roi Arthur et qui se disait, après tout, j'ai bien mérité ma retraite, d'autant plus que la belle Viviane était une jolie fille et que, comme il le dit parfois à ceux qui viennent l'écouter dans la forêt, je suis bien avec mamie qui est toujours présente auprès de moi. Je ne demande rien d'autre que de vivre mon éternité dans l'amour de Viviane. Belle histoire, qui n'est pas du tout conforme à la légende telle qu'elle est écrite dans les textes anglais, où la belle Viviane qui là-bas s'appelle Nimue, ou Nignane, se débarrasse purement et simplement du pauvre Merlin qui l'ennuie de ses assiduités,
en profitant de ses secrets pour l'enfermer sous une roche. Et c'est là que le pauvre Merlin agit, dans un sommeil qui n'est pas la mort, mais d'où il peut parler à ceux qui savent l'écouter. Je l'avoue, je ne démêle plus rien. Je ne distingue plus la frontière du songe et du rivage, le lieu précis où il se brisa. Je n'aperçois plus le pli de sommeil, ce long fourreau soyeux où germa le nom de Viviane. En revanche, je vois sa silhouette sur la rive, ce faisceau d'arbres et de cheveux clairs. J'entends flamber ma jeunesse à l'appel de ce corps. Ce fut ainsi à l'origine, au temps fabuleux des osmoses, et c'est ainsi que m'apparurent Brocéliande, avec ses promontoires touffus qui surplombaient le large, ces arbres brûlés par l'haleine des vents, ces donjons, ces chapelles fortifiées. La forêt tanguait sur la mer, comme nos corps mêlés, unis enfin. J'avais nommé Viviane. Le sortilège avait modelé cette silhouette de femme perdue, seule sur la rive, apeurée et saisie par le rideau des bois. Et le corps de mon sortilège allait m'envoûter, m'enfermer dans une prison voluptueuse, dans laquelle je m'enfonçais, ivre, oublieux. Il n'y avait plus de déchirure ni de chaos. La forêt était une immense nef portée par les flots. C'était plus fort encore que les nuits d'Écosse, plus fascinant que la ronde immobile des chevaliers autour de la table. Tout au bout de nos rites brillait ce feu que j'avais deviné, à l'instant de l'extinction de mon songe, ce nom rutilant sur les grèves, fanal dressé, proue de Brocéliande. Le plaisir me menait toujours à cette rive première, et comme nos corps retombaient, je revoyais ce songe brisé, ce sortilège qui m'échappait. Viviane dormait auprès de moi, lisse, noyée de brume et de cheveux, soudain rendue à l'immobilité des bois, des clairières. Je me redisais son nom, cet appel et cette liane ardente. Pour la première fois, je connaissais le vertige. Pour nous seuls, nous deux qui avions réuni le soleil glacé et l'ombre terreuse, l'origine s'étoilait. Immortel, Philippe Le Guillou. Que nous sommes dans cet endroit privilégié qu'on appelle aussi Val Périlleux, Val de non-retour, qui était d'ailleurs localisé au XIIe siècle ailleurs qu'ici, sous ce qu'on appelle le tombeau de Merlin, dans la vallée de la Marette, mais qui a l'avantage d'être très beau, très mystérieux. Donc c'est là que Morgane enfermait tous les chevaliers qui n'étaient pas fidèles à leur dame, parce qu'elle-même avait subi les affronts de son amant Guillaumard, qu'elle avait décidé de mettre à la raison ces messieurs qui en prenaient un peu trop à leur aise avec l'âme féminine. Et Dieu sait qu'il y avait du monde dans ce Val sans retour. Tous les chevaliers d'Arthur s'y trouvaient retenus, à tel point que le roi Arthur se désolait de voir disparaître un à un ses chevaliers. À partir du moment où un roi n'a plus de chevaliers, il n'est plus bon à rien, puisque vous savez que le roi de type celtique est un roi un peu pivot de la société, mais qu'il ne peut rien faire sans ses guerriers qui sont autour de lui, qu'il envoie en mission individuelle, dont la responsabilité est à la fois individuelle et collective. Alors, ce désolant, il arrive quand même à en trouver un qui, peut-être, va dénouer les enchantements de Morgane.
Faut dire que Morgane, si elle a fait ça aussi, il y avait une raison par derrière. Morgane, demi-sœur du roi Arthur, est jalouse du pouvoir d'Arthur. Et elle fait tout ce qu'il faut pour contrecarrer la puissance de son frère. Et Morgane était parfaitement enchantée de ce qui se passait. Mais dans son sortilège, il était dit que si un chevalier qui n'avait jamais été infidèle à sa dame arrivait dans le Val, tous les enchantements disparaîtraient. Or, Arthur envoie Lancelot du Lac qu'il sait être fidèle à une dame, il ne sait pas laquelle. Heureusement d'ailleurs. Il le saura plus tard. Car Lancelot est fidèle à une seule femme. Et dans toutes les embûches que lui tendent les fées, les enchantresses et même la fée Morgane à droite et à gauche, il ne succombe jamais, il est fidèle à la reine Guenièvre, dont l'image le poursuit, c'est son véritable Graal. Il ne recherche que Guenièvre en fait. Alors voilà Lancelot qui arrive, dans ce Val sans retour. Aussitôt, les lions disparaissent, les géants s'évanouissent en fumée, les rochers redeviennent ce qu'ils étaient, c'est-à-dire de simples rochers inertes. Les ajoncs griffus s'écartent pour lui laisser le passage, et le voici au milieu d'un tas de chevaliers qui sont étonnés de le voir arriver et qui s'aperçoivent que dans le fond, tout ce qu'ils voyaient n'était qu'illusion et qu'ils se trouvaient dans un Val tout à fait ordinaire. Et voici maintenant Lancelot devant la fée Morgane. Alors Morgane, tu dois libérer les chevaliers maintenant. C'est toi qui les as libérés, dit-elle. Elle est obligée de laisser partir tout le monde, mais elle en conçoit une haine profonde et un désir très ambigu pour Lancelot, qu'elle retiendra par la suite dans un château féerique, et où elle s'arrangera pour lui faire peindre sur les murs toute son histoire avec la reine Guenièvre, de façon à ce qu'un jour elle puisse faire venir le roi Arthur et lui montrer ces fameuses peintures, de façon que son cher frère soit éclairé sur la conduite de sa femme et de celui qu'il prend pour le meilleur chevalier du monde. Voilà l'histoire du Val sans retour. Merlin et Arthur sont inséparables. C'est effectivement Merlin qui est le père adoptif d'Arthur. C'est lui qui provoque la naissance d'Arthur, et c'est lui qui le guide, qui fait établir la table ronde, cette société idéale, purement utopique, qu'on essaye de bâtir. Merlin, qui est le fils d'un diable, est intermédiaire en fait entre le druidisme et le christianisme. Car il a toutes les caractéristiques du druide ancien, mais il agit pour la chrétienté toujours en accord avec les évêques et en respectant toute la doctrine chrétienne de son temps. Et c'est lui qui va lancer par la suite les chevaliers de la table ronde à la quête du Saint Graal, récupérant ainsi quelque chose qui est essentiel au XIIe siècle et au XIIIe siècle, c'est-à-dire le culte du précieux sang et je ne dis pas le dogme, mais les prémices du dogme de la transsubstantiation vers l'an 1205, où ce problème est agité dans tous les conciles. Donc ça rejoint, ces éléments païens rejoignent toutes les préoccupations théologiques du christianisme en pleine mutation à ce moment-là, puisque c'est le passage aussi du roman au gothique, c'est le passage d'une religion tout intérieure à une religion de l'extérieur, basée également sur la pratique constante des sacrements. À l'homme qui parle de son tombeau, on a dit qu'avant 7 années mourra le cheval d'Eurdin, l'homme du Nord. J'ai bu du vin dans un brillant hanap avec les chefs de la guerre cruelle. Mon nom est Myrdin, fils de Morvrin. J'ai bu du vin dans une coupe avec les chefs de la guerre dévorante. Myrdin est mon nom glorieux. Prophétie de Merlin. Le village de Pimpon. Chantos. La haute forêt de Brocéliande a été de tout temps le refuge
d'abord des chamans dans l'époque pré-celtique, puis des druides pendant l'époque celtique, enfin des moines celtiques eux-mêmes qui avaient créé de nombreux ermitages et abbayes, dont l'abbaye de Paimpont ici. Lorsque nous avons ouvert ce centre ici en Paimpont, la rumeur paimppontaise, comme on l'appelle, nous a rapporté leur joie. Ah, les druides reviennent, parce que nous avions été un certain nombre d'années sans nous manifester à Paimpont. Les druides reviennent. Donc, apparemment, très grande sympathie. Mais d'autre part, ces mêmes personnes ne franchissent pas le seuil du local. Ceci, eh bien, c'est une petite réticence qui vient de leur attachement à leur religiosité actuelle. Mais ils savent très bien que, ma foi, nous ne sommes pas des sorciers, parce que il faut rappeler que ici, les gens de la forêt du pays de Brocéliande, donc de la forêt, ont comme surnom les sorciers. Et cela remonte au XIIe siècle en raison de la présence d'un moine de la forêt de Brocéliande, Éon de l'Étoile, qui avait déclenché dans la région, et bien au-delà, puisqu'on prétend qu'il a eu des adeptes jusqu'en Gascogne, qui avait déclenché une véritable jacquerie. Jacquerie sur le thème religieux, car il se présentait comme le Messie revenu, dans la mesure où il faisait un jeu de mots sur une formule latine grâce à son propre nom, Éon. Et lorsque l'on compare ce phénomène qui s'est passé au XIIe siècle avec notre actualité et que nos savants modernes nous expliquent que la plus petite particule cosmique connue venant des étoiles s'appelle un éon, on comprend peut-être la signification profonde du comportement de cet homme qui, bien sûr, a été jugé fou par le concile de Reims de 1146, mais qui en réalité n'était peut-être pas le fou que l'on pouvait penser. Nous savons que l'esprit druidique est un esprit de communion, d'harmonie, de fraternité, même avec les éléments, avec l'âme du monde. Nous avons appris dans nos petits livres d'école que les druides cueillaient le gui de chêne avec leur faucille d'or. Bon, mais je pense qu'il reste quelque chose, que vous êtes très lié au végétal. Alors est-ce que vous fabriquez des remèdes? Est-ce que vous cueillez des herbes à certains moments? Justement, dans la tradition druidique, dans l'ordre druidique, il y a trois fonctions bien distinctes. Il y a les bardes, qui sont les conteurs de la tradition, qui sont les chanteurs. Il y a les ovates, qui sont les spécialistes de la nature, qui s'intéressent justement aux plantes, à leurs avantages, à leurs inconvénients aussi, qui sont des thérapeutes, qui sont des médecins. Et puis, il y a les druides proprement dit, qui, eux, doivent être à la fois, disons, les polytechniciens de la chose, à savoir pouvoir répondre à toutes les questions. Donc, en ce qui concerne les ovates, plus particuliers, ceux-ci œuvrent pour la guérison des corps. Mais comme il nous a été dit aussi sous une autre parole, qu'importe la guérison des corps, seul compte la guérison des âmes. Et la guérison des corps n'est en fait bien souvent qu'un palliatif, ce qui fait que l'ovate est un druide qui prépare les personnes à comprendre le pourquoi de leur état de disharmonie et par là même doit les adresser ensuite au druide qui, lui, se penchera sur leur cas spirituel, sur leur cas psychique. Quelle place Merlin occupe-t-il chez vous? Vous savez, la tradition arthurienne
est une continuation, certes, de la tradition druidique, mais elle a été surtout composée par les tenants du christianisme. Or, lorsque l'on fait naître Merlin d'une vierge sage et d'un fils du démon, sinon le démon lui-même, vous voyez déjà la déformation qui en résulte. Alors, bien sûr, nous considérons que Merlin, comme tout druide, avait cette liberté de choix. Donc, il pouvait être à la fois bon conseiller, mais mauvais conseiller aussi. En général, Merlin n'était pas un mauvais conseiller. Il se contentait de se moquer des gens lorsqu'il voyait que ceux-ci prenaient la mauvaise voie. Ce qui l'a fait être surnommé le fou du bois, d'ailleurs. Mais loin d'affirmer que Merlin est l'archétype du druide, nous disons qu'il a été un intermédiaire entre les deux. Le chêne des Indrés et le hêtre de la gelée. Alors vous nous avez menés jusqu'au chêne. Le chêne des Indrés. Des Indrés, qu'est-ce que ça signifie? Alors, je ne sais pas ce que signifie le chêne des Indrés, et le chêne des Indrés n'est pas ce qu'on appelle un lieu légendaire à Brocéliande. C'est très bien, ça évite la foule d'y courir en masse, et quand on voit cet arbre-là, on se dit pourtant que s'il y a un endroit où une légende, ou une tradition, ou un souvenir immémoriel peut s'incarner, c'est bien là. Le grand arbre, l'arbre droit, celui qui relie la terre, le ciel, le principe... Je crois que là, l'axe du monde s'impose, c'est une évidence. Et ici, on peut, tout autant qu'ailleurs, justement croire à tout le peuple des bois, mais il faut venir jusque-là. Mais je crois que ceux qui veulent vraiment toucher la réalité du bois, il faut qu'ils rentrent, qu'ils délaissent ces chemins trop battus et qu'ils viennent s'émerveiller de la simple existence d'un vieil arbre ou de la simple rencontre du chemin creux d'où peuvent partir toutes les légendes. Le chêne est relativement rare à Brocéliande et au fond l'arbre qui est peut-être l'arbre le plus représentatif de la forêt, c'est le hêtre. Et curieusement, les vieux arbres de Brocéliande sont plutôt des hêtres comme celui-ci qu'on appelle le hêtre de la gelée. Comme tous les arbres de cette forêt, il est difficile de dater vraiment. Je sais qu'un hêtre un peu plus gros que lui, qui est celui de Pontus, ne semble pas avoir plus de 200 ans. Donc peut-être celui-là n'a-t-il 150 ou peut-être n'a-t-il simplement pas d'âge, parce qu'il y a une chaîne comme ça des vieux géants de la forêt. Et vous voyez, celui-là est magnifique, mais celui-là est déjà atteint. On sent que c'est déjà un arbre qui a presque dépassé le seuil de maturité. Mais si on se tourne un petit peu vers la droite, on s'aperçoit que la relève est assurée et qu'il y a là un hêtre qui se prépare à prendre la suite de ce géant qui n'en a peut-être plus pour hélas si longtemps que ça. Et ce nouveau hêtre, lui, est double. Le hêtre fuse souvent comme ça en deux troncs principaux et celui-là est typique de la gémellité du hêtre. Le hêtre, c'était aussi très prosaïquement l'arbre des sabotiers. Autant la forêt industrielle se nourrissait de châtaigniers et de chênes pour alimenter les fourneaux, pour le charbon de bois qui devait alimenter les fourneaux, autant le hêtre, lui, fournissait la matière plus noble, plus noble, qui chaussait l'homme. Et il y avait là encore un rapport entre ces deux activités, puisque le hêtre fournissait le bois du sabot, mais la forêt fournissait aussi le fer qui allait aider à faire tenir le sabot, à le ferrer, à en faire une chaussure. Et autour du hêtre de la gelée, comme autour de tous ces grands arbres ou de tous ces sites, vous voyez qu'il y a encore la couronne habituelle, la couronne des arbres d'immortalité. Il y a la couronne de jeunes houx et il y a des ifs. Donc toujours pareil, toujours ces arbres qui prolongent la durée, qui se répercutent d'âge en âge.
Il pénètre dans un bois et se plaît à rester caché sous les frênes. Il voit avec émerveillement les bêtes farouches paître les herbes des pâturages. Pour se nourrir, il déterre les racines des plantes, il coupe les herbes, il cueille les fruits des arbres et les mûres des buissons. À partir de ce moment, il devient un homme des bois. Il le vit comme s'il était un fils de la forêt. Vie de Merlin, Geoffroy de Monmouth. Moi, j'aimerais bien qu'on déplie ou qu'on fasse un bouquet de toutes ces images ou ces images de passe, comme on dit des mots de passe. Alors le cerf, déjà, est-ce que c'est toujours la grande figure de Cernunnos, ce renouvellement du temps, cette hors du temps peut-être? Oui, Cernunnos, c'est curieux d'ailleurs parce que Cernunnos c'est une figuration gauloise, c'est une figuration des Celtes du continent. Mais le cerf on le retrouve quand même partout, on le retrouve à Gundestrup sur le Chaudron. Je veux dire, on le retrouve d'ailleurs bien avant l'univers celtique. C'est vrai que cet animal est fascinant. Et le cerf, il y a après toute la thématique arthurienne du cerf. Alors contrairement au cerf christique qui est entièrement blanc, Merlin, c'est le cerf au blanc-pied. Et c'est assez typique aussi de Merlin. Il touche comme ça à un autre univers. Il y a cette récupération de Merlin par l'Église. Donc Merlin est un petit peu touché par le blanc, mais Merlin reste quand même le cerf sauvage, le cerf des forêts, celui qui est profondément l'être de la nature. C'est ce cerf-là qui court à travers les romans quand il est Merlin. Le cerf, c'est l'animal éternel qui se régénère, qui est à la fois du règne végétal et animal. Le cerf, qui est l'animal de passage, le psychopompe qui mène les corps, qui mène les âmes. Le cerf qu'on retrouvait déjà, et voici 8000 ans, sur les morts inhumés à l'îlot de Théviec en Bretagne. Les corps étaient recouverts d'ocre rouge et de ramures de cerf. Les autres images. L'épée, pour moi, c'est la plus belle image. L'épée, c'est l'image la plus forte. Mais l'épée était toujours à penser avec la coupe. L'élan de l'épée doit absolument être complété par le creux de la coupe, et c'est ça le vrai talisman. Et cette idée du monde complet, du monde achevé, c'est celle qu'on retrouve aussi à Barenton, qu'on va retrouver avec le couple du gardien de la fontaine et de la dame de la fontaine, qu'on retrouve dans l'eau de la fontaine elle-même, où l'eau et le feu se marient. Il y a toujours ce sentiment que tout doit aller ensemble pour que le monde fonctionne. On retire une pièce, le monde ne fonctionne plus. Et le monde arthurien est comme ça en perpétuel équilibre, jusqu'au moment où il s'écroule à la dernière bataille. Mais chaque chose est tout le temps double. Comme ici à Brocéliande, tout est tout le temps double. Et c'est aussi ce qu'on retrouve, là je brasse un peu, mais dans les images dont on parlait, c'est aussi ce qu'on retrouve dans la notion de l'autre monde celtique, puisqu'on est vraiment en terre celtique, cet autre monde où tout est là, derrière le monde réel, doublant le monde réel. Il n'y a pas un autre monde à aller conquérir loin, il n'y a pas un autre monde à aller conquérir ailleurs, il est juste là. Seulement le sas fonctionne ou ne fonctionne pas, les écailles vous tombent des yeux ou pas, l'autre monde vous accepte, vous appelle ou pas. Et c'est exactement ça dans le roman arthurien, et c'est comme ça qu'on peut voir ou ne pas voir le Graal, et voir ou ne pas voir le monde complet avec le Graal et l'épée. Vous dites que les personnes qui passent en ce lieu en repartent rêveuses ou porteuses de quelque chose, transformées. Alors est-ce que c'est ça? Moi j'aimerais revenir un peu sur cette chevalerie que chacun porte en soi. Qu'est-ce que ce serait être chevalier de nos jours? Est-ce que c'est chevaucher les nuées ou chevaucher le rêve? Être chevalier aujourd'hui, c'est peut-être être capable, à un certain moment, de quitter l'aspect fragmentaire, factuel d'une existence pour re-hanter ou réhabiter une certaine forme de grand temps. Et le grand temps de la chevalerie, le grand temps du Graal, c'est peut-être aussi accepter aussi une fêlure, accepter une brisure, accepter un manque et retrouver certainement le sens et la nécessité d'une quête. Si vous voulez, tout ce qui nous permet, par la contemplation, par la rêverie, par la lecture, par la promenade, de retrouver sous la charpente des choses apparentes ce véritable monde, tout ce qui nous permet de réhabiter, de nous réancrer d'une certaine manière dans ce monde-là, tout cela est conforme à une quête chevaleresque.
Oui, puis je crois que c'est vrai qu'on est beaucoup plus fasciné par la chevalerie littéraire que par la chevalerie historique. Parce que la chevalerie littéraire est une affaire d'aventure personnelle, de quête personnelle. Le chevalier de la table ronde part toujours tout seul et accepte ce qui se présente, et c'est ça qui le fait. Là qu'il y a à la fois l'orgueil et l'humilité. Je crois que c'est une attitude qui nous parle aujourd'hui. L'humilité, bon, c'est vrai qu'on n'a plus l'humilité vis-à-vis des mêmes chefs, vis-à-vis des mêmes ordres. Mais c'est vrai qu'on retrouverait l'humilité, par exemple, par rapport au sentiment de la nature, que ce serait un grand pas en avant qui peut être fait. Ça aussi, c'est une quête. Mais c'est vrai aussi qu'il y a l'orgueil de soi, l'orgueil de ce qu'on aime, l'orgueil de ce qu'on a envie de montrer. Il y a une espèce de fausse humilité aujourd'hui vis-à-vis des valeurs qu'on a envie de défendre qui est tout à fait insupportable. Et là aussi, c'est une chevalerie, mais presque au premier degré, celle-là. Mais c'est amené, je vous disais, pratiquement séparément. L'idée d'ordre de chevalerie, la table ronde n'est pas un ordre de chevalerie. C'est une fraternité à l'extrême limite, une fraternité, et encore. Ça tient par un anneau d'or fragile, ça éclate et ça se reforme. Le monde est toujours en train de basculer, en train de se reformer. Nous y participons le temps que nous y sommes. La fontaine de Barenton. Il pouvait être près de midi quand je vis l'arbre et la fontaine. L'arbre était le plus beau des pins qui jamais crût sur la terre. Je ne pense qu'il puisse jamais pleuvoir assez dru pour qu'une seule goutte d'eau transperce en la ramure. Mais elle doit couler par-dessus. Je vis à l'arbre pendre le bassin non de fer, mais de l'or le plus fin qui fut jamais encore à vendre en nulle foire. La fontaine, vous pouvez le croire, bouillonnait comme une eau très chaude. La grosse pierre était une énorme émeraude, percée aussi par un canal, avec 4 rubis dessous, plus flamboyants et plus vermeils que l'est le matin le soleil, quand il appert à l'Orient. Sur ma conscience, je ne vous fais là nul mensonge. Je fus content de voir la merveille de la tempête et de l'orage. Ce fut folie. Volontiers m'en serais repenti s'il avait pu quand j'eus arrosé la pierre avec l'eau du bassin. Trop en versait, je le crois. Je vis le ciel si démonté que de plus de 14 parts les éclairs me frappaient les yeux et les nues jetaient pêle-mêle pluie, neige et grêle. Le temps était si affreux que je crus 100 fois être oxy par les foudres tombant autour de moi et par les arbres mis en pièces. Sachez que je fus en grande angoisse jusqu'à ce que la tempête fût calmée. Dieu voulut bien me rassurer. La tempête ne dura guère. Les vents bientôt se reposèrent et ils n'osèrent plus vanter. Le lieu le plus étrange peut-être et aussi le plus authentique de la forêt de Brocéliande est certainement cet endroit où nous nous trouvons, la fontaine de Barenton, qui est connue dans le monde entier et que l'on vient visiter de partout pour des raisons d'ordre culturel, mythologique ou même mystique. C'est un endroit étrange dans la mesure où il s'agit d'une fontaine qui remonte à la plus haute préhistoire et qui n'a jamais été christianisée, ce qui est extrêmement rare en Bretagne, puisque cette fontaine a la réputation de guérir la folie. Normalement, elle devrait être dédiée à Saint Mathurin. Et le village qui permet d'accéder à cette fontaine s'appelle Follepensée. Follepensée, c'est probablement une déformation de Follepensie,
qui guérit la folie, qui pense la folie. Allusion aux penseurs, qui sont les sorciers de village et qui continuent à guérir, à penser par conséquent. C'est une fontaine donc préhistorique, dédiée évidemment à des divinités, lesquelles nous n'en savons rien, mais à l'époque celtique, le nom de la fontaine était Belenton. Et nous la trouvons ainsi orthographiée dans les romans de la Table Ronde, en particulier chez Chrétien de Troyes, qui l'a décrit d'une façon assez précise, preuve qu'il avait dû la visiter. Il y a également une description de la fontaine chez Robert Wass, le poète anglo-normand, introducteur des romans arthuriens dans la littérature française. C'est une fontaine qui a comme caractéristique de bouillir, bien que son eau soit plus froide que le marbre. Et ce bouillonnement, au sens étymologique, est le résultat du dégagement de bulles d'azote, bien entendu, mais se fait parfois par les jours d'orage, les soirées d'orage. C'est assez impressionnant parce que la fontaine bout de partout, ce qui, évidemment, a permis toute cette légende en rapport avec l'orage, puisqu'on nous dit dans les traditions, non seulement les traditions littéraires des romans de la Table Ronde, mais dans la tradition locale, populaire, que cette fontaine fait pleuvoir. Il suffit d'accomplir un geste rituel, en y croyant bien entendu, en versant de l'eau sur le perron de granit qui se trouve là, sur la fontaine, pour déclencher un orage très violent. Et jusqu'au siècle dernier, les années de sécheresse, les paroisses environnantes, on le sait par les registres de la paroisse de Conquaret, qui n'est pas loin d'ici, le clergé, bannière en tête, venait accomplir ce rituel ici, à Barenton, alors qu'on savait pertinemment qu'il s'agissait d'une fontaine païenne. C'est assez étrange. On ne nous dit pas s'il y avait du résultat. Moi, je l'ai fait une fois. J'ai été pris dans un violent orage et je ne recommencerai jamais. Mais pas, sans doute parce que j'y croyais. Quand je vis l'air clair et pur, de joie je fus tout assuré. Et je vis amasser sur le pin des milliers d'oiseaux, le croix qui veut. Il n'y avait branche ni feuille qui n'en fût couverte. C'était bien l'arbre le plus beau. Doucement les oiseaux chantaient chacun en son langage. Très bien leurs chants s'entr'accordaient. De leur joie je me réjouis. J'écoutais jusqu'au bout leur office. Jamais je n'ouïs si belle musique. Nul homme ne peut en ouïr tel chant si plaisant et doux que je crus en rêver folie. Chrétien de Troyes, XIIe siècle. Il faut ajouter que Belenton, puisque c'est l'ancien nom de Barenton, provient du nom de Bel, Belenos, qui est l'épithète d'une divinité brillante, divinité solaire par conséquent, et que le deuxième terme est d'une déformation de Néméton qui signifie sanctuaire. C'est en fait la projection idéale du ciel sur la terre, le sanctuaire druidique par excellence, puisque les druides ne bâtissaient pas de temple et officiaient toujours en plein air, au milieu des forêts. D'ailleurs, ce qui est très étrange, c'est de constater que le nom de la science, de la connaissance chez les Celtes, à l'origine est le même que le nom qui signifie le bois, l'arbre. La connaissance et le bois sont liés, le végétal et la connaissance sont liés. Ce qui ne veut pas dire que les druides soient les hommes du chêne, comme on l'a trop dit, répété. Il n'y a aucun rapport entre le nom des druides et le nom grec du chêne, comme le prétend Pline l'Ancien. En fait, le mot druide veut dire le très voyant, le très savant, et c'est tout à fait conforme à la fonction des druides, qui sont évidemment les mainteneurs de la connaissance, mais aussi ceux qui voient dans l'autre monde. Et en ce sens, Merlin l'enchanteur, est le dernier des druides. C'est là que Merlin, dit la légende, a rencontré un jour la jeune Viviane. Cette Viviane qui était la fille d'un vavasseur de la forêt et qui passait son temps dans la forêt à regarder s'ébattre les biches, à écouter le chant des oiseaux et qui ne faisait rien d'autre à tel point que son père, nous dit le texte médiéval,
l'avait appelée Viviane, ce qui en chaldéen veut dire rien n'en ferait, autrement dit bonne à rien. Bon. Mais elle n'était pas si mauvaise que ça, en tout cas pas si mauvaise élève que ça, parce que sachant que Merlin était amoureux d'elle, elle s'arrangea, bien entendu, pour lui faire livrer tous ses secrets avant de se livrer à lui, ce qui fait que Viviane est devenue ensuite cette fameuse dame du lac, qui, ayant ravi le jeune Lancelot, l'a éduqué dans son palais merveilleux sous le lac et a ensuite montré au futur chevalier sans peur et sans reproche qu'est Lancelot le chemin de la cour du roi Arthur où il allait s'illustrer par de si nombreux exploits. Viviane, la dame du lac, est quand même une mère, mais elle est éduquée par Merlin et elle n'a son rôle de mère que grâce aux enseignements de Merlin, parce qu'à ce moment-là, elle a le don de double vue, elle a la prescience et le don de transformer les êtres et les choses. Elle devient véritablement l'une des images, l'un des aspects de cette antique déesse mère, qu'on va appeler également Morgane dans d'autres cas. Morgane, la Morrigan des Irlandais, dont le nom signifie peut-être la grande reine, tout au moins Morrigu en irlandais, en gaélique d'Irlande, signifie la grande reine. C'est l'idée qu'on peut se faire de cette déesse des commencements, de cette déesse universelle, qui a toujours été honorée par les peuples dans l'Antiquité et à l'époque celtique, et souvent représentée sous forme solaire, puisque dans les langues celtiques comme dans les langues germaniques, le soleil est féminin. Le tombeau de Merlin. Je suis vieux. On me prête 1000 tombeaux. Les hommes s'ingénient à me trouver une nouvelle sépulture, amas de pierres, nef lovée dans un entrelac de racines, puis à demi éboulée. Ils ne cessent de me chercher un ancrage, une échappée tombale, comme si cela les apaisait de me savoir mort. À moins qu'au contraire, il n'ait un besoin vital de ma présence pour avancer dans la nuit tâtonnante, au point de toujours multiplier mes caveaux. Cela doit sans doute les rassurer de se dire que Merlin est contenu dans une vasque de pierre, qu'une lourde dalle le retient captif au plus intime des grains de la terre, là même où les mousses, les chevelures des arbres, les ossements et les fibules des peuplades de l'origine se résorbent en une boue au cœur de laquelle je ne devrais plus être à leurs yeux qu'une épure, quelques restes fossilisés. Je suis vieux et lourd de ces 1000 tombeaux. Et pourtant je crois n'avoir rien perdu de ma mobilité et de ma fougue. Sans cesse j'erre. Je reconnais mes sépultures, mes rivages. Ils me croient tous dans une de ces demeures morbides, et je cours les rivages, les longs bandeaux des grèves, ces accros et ces luisances que trace le jusant. J'écoute la rumeur tapie des corps mous qui hantent les crevasses et l'infractuosité des roches. J'écoute surtout l'assaut des vagues, leur charge régulière, l'embrun qui cingle. Je suis en partance. Je retrouve alors quelque chose de mon élan du commencement, lorsque la beauté du monde avait encore l'éclat de notre pacte. Immortel, Philippe Le Guillou. Voilà, donc c'est le tombeau de Merlin, et comme toujours, c'est étonnant, il y a toujours des choses. Chaque fois qu'on vient au tombeau de Merlin,
Alors autant tout autour c'est hideux, vous avez vu, vous le constatez, quoi. Avant on y allait, on le méritait. Hein, on allait au tombeau de Merlin parce qu'on était appelé par le tombeau de Merlin, parce qu'on voulait y aller, donc on ne savait pas où c'était. Eh bien ça se mérite. C'est ça, c'est une espèce de chemin initiatique. Ce serait trop facile que tout soit fléché. Peut-être le premier tort aussi, c'est d'avoir voulu enfermer Merlin alors qu'il est, par définition, insaisissable et quand on le cherche ici, il est ailleurs. Il n'a jamais été enfermé sous une pierre, il était dans une prison d'air. Il est dans une prison d'air. C'est ça, c'est qu'en fait, chacun porte Merlin. Tous les arbres portent Merlin, ont Merlin dans leur sein, dans leur écorce. Merlin, en fait, on le trouve dans ce champ de trèfle, dans toutes ces fleurs. Au mois de mai, il y a des milliers et des milliers. On voit la robe de Merlin. La robe de Merlin de Viviane s'épanouit en mai. Lorsqu'on voit les ombellifères tout blancs éclater sous la lumière, lorsqu'on entend le chant du coucou, lorsqu'on voit les renoncules, les boucles d'or et les boutons d'or s'épanouir, faire de grandes traînées lumineuses sur les champs, qu'on voit les papillons, autant de libellules, de piliwiggins qui débordent, c'est extraordinaire, c'est Oberon, c'est Titania qui dansent. Que dit la légende? Merlin dort-il comme Arthur ou est-ce qu'il est vraiment prisonnier? Non, il est prisonnier après l'enchantement, après les 9 cercles, là les 9 cercles, les 9 formules que Viviane a quand même eu bien du mal à obtenir et qu'elle a obtenu grâce à la complicité de la nature, grâce à la complicité de Merlin qui joue un double jeu. Il sait l'avenir, il se laisse enfermer, il donne les clés de son enfermement et Viviane l'enferme à la faveur donc de ce mois de mai, au moment où l'aubépine est au plein de sa puissance, cette aubépine qui est magique, qui est l'arbre de la fée, qui était l'arbre de Viviane, mais qui était l'arbre avant elle ou ailleurs de Diane, et qu'on retrouve dans la mythologie chrétienne avec la Vierge Marie et les l'ange du Christ. Cette aubépine, donc c'est sous l'aubépine que Merlin s'endort. Derrière le tombeau de Merlin, il y a quand même encore des signes. Il y a une aubépine. Elle n'est plus fleurie, mais elle est juste là derrière. Et bien, une fois que Merlin était endormi, que Viviane a commencé à tresser, à danser, à chanter, à faire les incantations qu'il fallait, il se réveille. Il se réveille et il lui demande l'échange. Le don, le guerdon, le don, le contre-don. Il a donné la formule, mais il faut qu'en échange, elle promette quelque chose. Et la promesse, c'est qu'elle aussi va rester avec lui dans la forêt, dans la tour d'air, ou dans la forêt. La forêt elle-même peut être cette tour d'air. J'ai enchanté le vieil enchanteur décevant et déloyal. Et voici que les printemps inévitables et la danse inévitable des petits flots me soumettront et m'enchanteront, moi, l'enchanteresse. Ainsi, tout est juste dans l'univers. Le vieil enchanteur décevant et déloyal est mort, et quand je serai vieille, le printemps et la danse des petits flots me feront mourir. Or, l'enchanteur était étendu mort dans le sépulcre, mais son âme était vivante, et la voix de son âme se fit entendre. « Dame, pourquoi avez-vous fait ceci ?» La dame tressaillit, car c'était bien la voix de l'enchanteur qui sortait de la tombe, mais inouïe. Comme elle ne savait pas, la dame crut qu'il n'était pas encore mort, et frappant de sa main la pierre tiède sur laquelle elle était assise, elle s'écria « Merlin, ne bouge plus. Tu es entré vivant dans le tombeau, mais tu vas mourir, et déjà tu es enterré. » Merlin sourit en son âme et dit doucement « Je suis mort. Va-t'en à cette heure, car ton rôle est fini. Tu as bien dansé. » À ce moment seulement, au son de la véritable voix inouïe de l'âme de l'enchanteur, la dame sentit la lassitude de la danse. Elle s'étira, puis essuya son front mouillé de sueur, et ce geste fit choir sur la tombe de l'enchanteur une couronne d'aubépine. De nouveau, la dame lasse éclata de rire et répondit ainsi aux paroles de Merlin. « Je suis belle comme le jardin d'avril, comme la forêt de juin, comme le verger d'octobre, comme la plaine de janvier. » S'étant dévêtue alors, la dame s'admira. Elle était comme le jardin d'avril, où poussent par places les toisons de persil et de fenouil, comme la forêt de juin, chevelue et lyrique,
comme le verger d'octobre, plein de fruits mûrs, ronds et appétissants, comme la plaine de janvier, blanche et froide. La forêt était pleine de cris rauques, de froissements d'ailes et de chants. Des vols irréels passaient au-dessus de la tombe de l'enchanteur mort et qui se taisait. La dame du lac écoutait ces bruits, immobile et souriante. Près du tombeau, des couvées serpentines rampaient. Des fées erraient çà et là avec des démons biscornus et des sorcières venimeuses. L'enchanteur pourrissant, Apollinaire. Les soirs d'été, il y a une espèce de vent, toujours la transfiguration d'un phénomène naturel. Il y a une espèce de vent qui court sur les cimes des arbres, un vent, un souffle assez bruyant, et c'est le soupir de Merlin qui se rappelle le temps quand même de la liberté, parce qu'aussi aussi volontaire est-il été dans sa démarche de se faire emprisonner, ça n'empêchera jamais le regret du temps doré où il courait de la cour à la forêt, de la cour à toutes les forêts. Même si Brocéliande est la forêt des forêts, il y a quand même le souvenir de la liberté qui l'agite encore. Donc non, Merlin, lui, est réveillé. C'est Arthur qui dort, mais l'enfermement de Merlin ne peut cesser que par Arthur. Du temps que j'étais barde dans le monde, j'étais honoré de tous les hommes. Dès mon entrée dans les palais, on entendait la foule pousser des cris de joie. Sitôt que ma harpe chantait, des arbres tombaient l'or brillant. Les rois du pays m'aimaient, les rois étrangers me craignaient. Le pauvre petit peuple disait « Chante Merlin, chante toujours ». Ils disaient les Bretons « Chante Merlin, chante ce qui doit arriver ». Merlin est avant tout le fou du bois, donc l'esprit de la nature, celui qui vit en communication avec le végétal et avec l'animal. Personnage historique de la fin du VIe siècle, du côté de l'Écosse, dans la forêt de Kellison. On prétend que c'était un petit chef de tribu devenu fou au cours d'une bataille. Il avait vu le ciel s'ouvrir et tomber sur lui. C'était la grande terreur des Gaulois, paraît-il. Et, devenu fou, il s'était précipité dans la forêt et ne voulait pas rentrer chez lui. Et il s'était mis à vaticiner, à raconter des choses étranges, et surtout il parlait le langage des oiseaux, il parlait le langage des animaux, et on a conservé de lui, tout au moins sous son nom, des poèmes en langue galloise qui remontent très loin et qui sont des chants très curieux et presque incompréhensibles où il s'adresse aux sangliers, aux oiseaux, aux pommiers, aux choses de la nature. C'est là le premier Merlin. Mais d'autre part, dans sa légende vient un autre thème qui est celui de l'enfant qui parle, puisque sa légende élaborée, au moment de sa naissance, Merlin parle et innocente sa mère. Or, un enfant qui parle, c'est contraire au nom même de l'enfant, en latin infans, qui ne parle pas, et qui est doué du don de prophétie qui étonne tout le monde. Alors, on ne pouvait pas admettre ce don de prophétie sans chercher quelques conceptions merveilleuses, et effectivement, la légende se compliqua de plus en plus, à tel point qu'on fit de Merlin le fils d'un diable, d'un démon incube, qui aurait abusé de sa mère, une brave fille, et que grâce à la sainteté de sa mère, il échappa donc à l'enfer, et Dieu lui permit de profiter de ses dons magiques, de ses pouvoirs diaboliques, mais pour le bien, et lui donna cette mission d'assister les rois et les princes de ce royaume idéal de Bretagne, ce qu'il fit, d'abord avec Utherpin Dragon, ensuite avec ce fameux Arthur, qui lui-même n'était pas roi, n'était qu'un simple chef de guerre à l'origine, mais dont la légende s'est emparée, avec évidemment un grossissement, une exagération et une accumulation de détails mythologiques faisant d'Arthur une véritable divinité, une divinité ours.
Lorsque les femmes recueillirent le nouveau-né dans leurs bras, elles furent très effrayées parce qu'il était tout velu et plus poilu que tous les enfants qu'elles avaient vus. Elles le portèrent à la mère, qui déclara en se signant « Cet enfant me fait peur. » « À nous aussi, dirent les femmes. C'est à peine si nous osons le garder dans nos bras. »« Faites-le sortir de la tour, dit la mère, et demandez qu'on le baptise. »« Et quel nom voulez-vous lui donner ?»« Le nom de mon père, Merlin. » Une fois baptisé, Merlin fut rendu à sa mère pour qu'elle l'allaite, ce qu'elle fit durant 9 mois. À cet âge, l'enfant paraissait avoir 1 an. Lorsqu'il eut 18 mois, les femmes dirent à la mère « Madame, nous voudrions partir d'ici et retrouver nos familles. Voilà longtemps que nous sommes ici, nous semble-t-il, et nous ne pouvons pas y rester éternellement. »« Oui, bien sûr, je vous comprends, » leur répondit-elle en fondant en larmes, et en les suppliant au nom de Dieu de bien vouloir rester encore un peu. Puis, toujours pleurant, elle s'approcha d'une fenêtre, son enfant dans les bras. « Cher fils, lui dit-elle, je vais mourir à cause de toi et sans l'avoir mérité. Personne ne sait en effet comment tu as été engendré, et personne ne peut me croire quoi que je dise. Il me faudra donc mourir. » Comme elle se lamentait ainsi sur sa mort et sur l'approche de son supplice, l'enfant regarda sa mère et lui dit « Chère mère, ne crains rien. Je ne serai en aucun cas responsable de ta mort. » En l'entendant ainsi parler, la mère se trouva mal et dans sa frayeur repoussa l'enfant qui tomba à terre. Les femmes qui étaient à la fenêtre entendirent le bruit et se précipitèrent, croyant qu'elle avait voulu étrangler son enfant. « Que voulez-vous faire » s'écrièrent-elles. « Voulez-vous tuer votre enfant ?»« Mais non, » répondit-elle, tout abasourdie. Mais j'ai été si surprise par les paroles singulières qu'il a prononcées que le cœur et les bras m'ont manqué. Robert de Boron, XIIIe siècle. Chaque fois qu'on pose une question à Merlin, les textes le disent, il se met à rire et répond à côté, ou répond par des plaisanteries, qui obligent celui qui a posé la question à trouver lui-même la réponse en vertu du principe que celui qui pose une question en connaît la réponse mais n'ose pas la formuler ou n'est pas encore capable de la faire surgir au niveau du conscient. Et ça, je crois que Merlin est le type parfait de celui qui fait mériter sa forêt, puisqu'on peut dire que c'est quand même le royaume de Merlin ici. Le corps de Merlin avait disparu. Il s'était fondu dans la forêt, confondu avec elle. Il était devenu bois vif, écorce, racines, feuilles vertes et feuilles mortes, graines germées, sève montante. Il était dans tous les arbres, de tous âges et de toute taille, dans leurs branches et dans leurs feuilles, leurs fruits et leurs bourgeons. La bienveillance tranquille de la forêt et sa force sans limite l'emplissaient. Et il emplissait la forêt de sa compréhension, de sa gratitude et de son amour. René Barjavel.
Vous disiez que vous essayez d'être les passeurs, les transmetteurs de la légende, de l'histoire, du rêve. Mais alors comment assurer cette survivance de Brocéliande quand on voit justement tous les risques de récupération, de vulgarisation, de profanation même? Je crois qu'il n'y a plus qu'une chose, c'est faire confiance à Brocéliande elle-même. C'est l'idée elle-même qui est forte, c'est tout ce qu'elle véhicule dans l'esprit des gens. Il y aura encore sûrement des moments noirs. Et ça serait désespérant, mais je pense que même si Brocéliande disparaît, l'idée de Brocéliande, c'est le nom de la rose. La rose disparaît et le nom de la rose perpétue la rose. Le nom de Brocéliande, ce nom qui est si mystérieux, puisque jusqu'à preuve du contraire, personne ne l'explique de façon satisfaisante, ce nom-là suffit à propager la légende. Et si demain Brocéliande se déplace, le Val sans retour s'est déplacé en Brocéliande après tout. Et on continue à croire à Morgane et on continue à penser au Val sans retour. C'est nous qui portons Brocéliande. Adieu, amuse-toi bien et proclame ma renommée, car tu sais que je fus un enchanteur prophétique. De longtemps, la terre ne portera plus d'enchanteurs, mais les temps des enchanteurs reviendront. Apollinaire. Brocéliande, les légendes vont bruissant. Une émission de Jacqueline Kellen, avec Jean Marcal, écrivain, spécialiste de la tradition celtique, Claudine Glos, du Centre de l'imaginaire arthurien, Philippe Le Guillou, écrivain, Pierre Dubois, journaliste, écrivain, Jean Tos, de l'association Bréquélian. Texte lu par Nathaniel Esther et Laurent Chu. Prise de son, André Hautserre. Mixage, Christian Fontaine et Jean Frédérix. Réalisation, Christine Berlamont.